Avant de commencer, il faut que vous sachiez quelque chose sur le rêve. Les anciens Japonais ne croyaient pas que le rêve était une illusion. Ils croyaient que c'était un autre monde, un monde aussi réel que celui-ci, peut-être plus réel. Et pendant que le corps dormait sur sa natte de paille, l'âme, elle, partait en voyage. Cette âme avait une forme. Souvent, c'était un papillon. Un petit papillon jaune qui sortait de la bouche du dormeur, voletait un instant au-dessus de son visage, puis s'envolait vers ailleurs. Et l'on disait que tout ce que l'âme voyait là-bas, le dormeur le vivait pour de vrai. C'est l'histoire d'un homme dont l'âme a pris cette route. Il s'appelait Miyata Akinosuke. Il vivait dans la province de Yamato, district de Toichi, à l'époque où les samouraïs labouraient encore leur propre terre et où les dieux marchaient parfois sur les routes poussiéreuses. Un après-midi, il s'endormit sous un cèdre. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, ce ne fut plus tout à fait le même homme. Akinosuke était ce qu'on appelait un goshi, un samouraï paysan, un homme qui pouvait porter le sabre, mais qui labourait aussi sa propre terre. Pas riche, pas pauvre, un homme qui aimait ce qu'il avait. Dans son jardin se dressait un grand cèdre ancien, plus vieux que sa maison, plus vieux que son père, plus vieux, peut-être, que tout le village. Et pendant les après-midi chauds de l'été, il aimait s'asseoir à son ombre, le dos contre l'écorce, pour laisser passer la chaleur. Ce jour-là, 2 de ses amis étaient venus le voir. 2 goshis comme lui. Ils mangeaient ensemble. Ils buvaient du saké tiède. Ils parlaient de choses sans importance, du temps qu'ils faisaient, des récoltes qui s'annonçaient bien, du fils du voisin qui allait se marier. Ce sont ces conversations-là, parfois, qui valent le plus, mais on ne le sait qu'après. Soudain, Akinosuke se sentit lourd, une fatigue étrange qui n'était pas seulement celle du saké, une fatigue qui venait d'ailleurs. Il dit à ses amis « Pardonnez-moi, je dois fermer les yeux un instant ». Il s'allongea au pied du cèdre. L'herbe était fraîche, l'air sentait le bois et la terre. Il s'endormit. Et c'est à ce moment-là que ses amis virent la chose étrange. Mais ils ne pouvaient pas savoir, encore, ce que cela voulait dire. Un petit papillon jaune sortit doucement de la bouche d'Akinosuke, endormi. Il flotta un instant au-dessus de son visage. Puis, il se posa dans l'herbe, à côté de lui, tout près des racines du cèdre. Une fourmi sortit alors de la terre, une grosse fourmi noire. Elle saisit le papillon entre ses mandibules et l'entraîna sous l'arbre, dans une galerie qu'on ne voyait pas. Les 2 amis le virent. Ils ne comprirent pas. Ils continuèrent à boire leur saké, en regardant Akinosuke sourire dans son sommeil. Akinosuke, lui, ne dormait plus. Il était debout dans son jardin, et quelque chose descendait la colline en face de chez lui. Un cortège, comme celui d'un grand daimyo, mais plus vaste, plus magnifique que tout ce qu'il avait vu de sa vie. En tête, des jeunes hommes, vêtus de soie, tiraient un palanquin laqué, tendu de tissu bleu lumineux. Le cortège s'arrêta devant sa maison, et un homme richement vêtu en sortit. Il s'approcha d'Akinosuke, s'inclina profondément, et dit « Honoré Seigneur, je suis l'envoyé du Kokuo de Tokoyo. Mon maître, le roi, m'ordonne de vous saluer en son nom et de me mettre entièrement à votre service. Il désire votre présence à son palais. Veuillez monter dans cette voiture. » Akinosuke voulut répondre, demander qui était ce roi, pourquoi lui, mais aucun mot ne vint. Sa volonté semblait fondre comme de la neige sous le soleil. Il monta dans le palanquin. L'envoyé monta à côté de lui, et le voyage commença. Le voyage fut court,
étrangement court. En quelques instants, le palanquin s'arrêta devant un immense portail à 2 étages, de style chinois, qu'Akinosuke n'avait jamais vu auparavant. L'envoyé descendit. 2 hommes, vêtus de soie pourpre, vinrent à sa rencontre. Ils l'aidèrent à descendre. Ils le menèrent à travers le portail, à travers un jardin immense, jusqu'à un palais dont la façade s'étendait à perte de vue. On le fit entrer dans une salle de réception d'une splendeur impossible. On le conduisit à la place d'honneur. Des servantes en costume de cérémonie lui apportèrent à manger. Akinosuke ne disait toujours rien. Il regardait, simplement, comme on regarde dans un rêve. Les 2 hommes, en pourpre, s'inclinèrent devant lui, et parlèrent, chacun à son tour, selon l'étiquette des cours. Il est de notre devoir de vous informer de la raison pour laquelle vous avez été convoqués ici. Notre maître, le roi, désire que vous deveniez son gendre. C'est sa volonté et son commandement que vous épousiez aujourd'hui même l'auguste princesse, sa fille unique. Akinosuke écouta sans bouger. Quelque chose en lui savait déjà. Quelque chose en lui avait toujours su. On le revêtit des habits royaux. On lui posa sur la tête une couronne et on le mena dans la salle du trône. Le roi de Tokoyo l'attendait, vêtu de blanc, avec des yeux qui avaient vu 1000 choses et qui s'étonnaient encore. Il dit simplement « Vous voici, mon fils ». Et le mariage eut lieu sur l'instant. La princesse était là, belle comme une jeune fille du ciel. C'est ainsi qu'on le dit en japonais, Ten no otome no yoni. Belle comme une jeune fille du ciel. Akinosuke la regarda. Elle le regarda. Et ce fut comme s'ils se retrouvaient après une très longue absence dont ils avaient oublié l'origine. Quelques jours plus tard, le roi le convoqua à nouveau. Il dit « Au sud-ouest de mon royaume se trouve une île qu'on appelle Raishu. Ses habitants sont fidèles et doux, mais leurs lois ne sont pas encore en accord avec celles de Tokoyo. Leurs coutumes n'ont pas été correctement réglées. Je vous confie le devoir d'améliorer leurs conditions autant que possible. Et je désire que vous les gouverniez avec bonté et sagesse. » Akinosuke s'inclina sans répondre. Il prit la main de sa femme et ils partirent pour Raishu sur un grand vaisseau royal. Raishu était une île d'une beauté tranquille, une côte rocheuse, des forêts profondes, des rizières en terrasse qui descendaient vers la mer comme des marches d'argent. Akinosuke gouverna avec soin. Pendant les 3 premières années, il établit les lois. Il consulta les anciens. Il écouta les pêcheurs et les paysans. Et après ces 3 années, il n'eut presque plus rien à faire. Le peuple était bon. Personne ne désobéissait aux lois parce que les lois étaient justes. L'île devint prospère. Les récoltes étaient abondantes. La maladie y était inconnue. Et au palais, sa femme l'aimait. Lentement, profondément. Comme la mer aime la côte. Sans le dire, mais sans jamais s'arrêter. Elle lui donna 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Et chacun de ces enfants portait quelque chose d'elle dans le regard. Une douceur qu'on ne peut pas nommer. Une douceur qu'on ne reconnaît qu'au moment où on la perd. 20 années passèrent ainsi. 20 années entières, avec leurs saisons, leurs récoltes, leur naissance, leurs deuils ordinaires, leur joie sans nom. La vie, dans toute son épaisseur. Et pendant tout ce temps, Akinosuke n'eut pas une seule fois la pensée que cela pourrait finir. Mais un matin, sa femme se réveilla différente. Pas malade encore, pas tout à fait, simplement ailleurs. Les yeux tournés vers une chose qu'il ne voyait pas. Elle déclina lentement. Les médecins vinrent, les prêtres vinrent.
Mais ce qu'elle avait, personne ne pouvait le soigner. Elle mourut au début de l'automne, doucement, comme elle avait vécu, avec la même grâce qu'elle avait pour entrer dans une pièce. Akinosuke prépara ses funérailles avec une attention qui dépassait la douleur, comme si chaque détail était une dernière manière de l'aimer. On l'enterra au sommet d'une colline qui dominait la mer, là où le vent venait toujours du large, là où les nuits on voyait la lune se lever au-dessus de l'eau. Et au-dessus de sa tombe, Akinosuke fit ériger un grand monument de pierre, un mausolée, sculpté avec ses noms, ses titres, les dates de sa vie, et un poème, un seul, qu'il avait composé lui-même. Il ne le montra à personne. C'était sa dernière conversation avec elle. Pendant des semaines, Akinosuke monta chaque jour à la colline. Il s'asseyait devant le mausolée. Il regardait la mer. Il ne pleurait pas. Il était au-delà des larmes. Il était dans cet endroit étrange où l'on devient soi-même un peu de pierre à force d'attendre quelque chose qui ne reviendra pas. Un jour, un message arriva du palais. Le roi de Tokoyo le convoquait. Akinosuke laissa ses 7 enfants aux soins du palais. Il monta sur un bateau et il quitta l'île. Le roi le reçut avec une grande douceur. Il dit : « Vous avez bien gouverné, mon fils. Vos enfants seront élevés avec tous les honneurs. Mais le temps de Raishu est fini pour vous. Il est temps de retourner chez vous. » « Chez moi ? Demanda Akinosuke. « Je n'ai plus d'autre chez moi qu'ici. » Le roi sourit. Ce sourire des vieux qui savent. « Vous le retrouverez bientôt, dit-il. Ne vous inquiétez pas. » Akinosuke ouvrit les yeux. Son jardin, son cèdre, l'herbe sous lui, le soleil pas encore couché, et ses 2 amis assis à côté de lui qui le regardaient avec une expression étrange. « Tu dormais profondément, dit l'un. Profondément, mais à peine quelques minutes. Quel rêve as-tu fait ? Tu souriais, puis tu pleurais. » Akinosuke regarda ses mains, les mêmes mains, pas plus vieilles, pas marquées par 23 années d'une île lointaine. Et pourtant, en lui, 23 années pesaient. Il leur raconta tout. Le cortège, le palais, le roi, sa femme, les 7 enfants, l'île de Raishu, la mort, le mausolée sur la colline. Tout. Ses amis l'écoutèrent en silence. Quand il eut fini, l'un d'eux dit lentement : « Akinosuke, pendant que tu dormais, nous avons vu quelque chose d'étrange. Un petit papillon jaune est sorti de ta bouche. Il a volé au-dessus de toi un instant. Puis, il s'est posé dans l'herbe, près du cèdre. Et alors, demanda Akinosuke, d'une voix qu'il ne reconnut pas. Alors, une grosse fourmi est sortie de la terre. Elle a saisi le papillon. Elle l'a entraîné sous l'arbre, dans une galerie souterraine. Et juste avant que tu te réveilles, le papillon est ressorti. Il a volé jusqu'à toi. Il s'est posé sur ta lèvre. Et il a disparu. » Akinosuke ne dit rien. Quelque chose en lui venait de comprendre une chose qu'on ne peut pas dire avec des mots. L'un des amis dit alors : « Les fourmis sont des êtres étranges, peut-être des esprits. Et il y a une fourmilière sous ce cèdre. » Ils se levèrent tous les 3. Ils s'agenouillèrent au pied de l'arbre. Ils écartèrent doucement les feuilles mortes, la mousse, la terre meuble. Et ils virent une fourmilière immense, des galeries, des chambres, tout un royaume creusé dans les racines. Au centre, un palais fait de petits cailloux assemblés, où se tenait une reine plus grosse que les autres, entourée de gardes immobiles. C'était Tokoyo, c'était le palais du roi. Akinosuke le reconnut, chaque détail, chaque salle. Un peu à l'écart, ils virent une seconde colonie, plus petite, avec ses propres tunnels, ses propres galeries. C'était Raishu, c'était l'île. Akinosuke s'approcha en tremblant. Il chercha quelque chose,
il chercha une colline, et il la trouva, une petite éminence de terre, à l'extrémité de la seconde colonie, tournée vers la mer, qui n'existait pas. Au sommet de cette colline, il y avait une pierre, une seule pierre, pas plus grande qu'un grain de riz, avec des marques minuscules gravées dessus. Akinosuke souleva doucement la pierre, et en dessous, il vit le corps d'une fourmi morte. Une fourmi, femelle, plus grande que les autres, sans ailes, reposée là, comme une dormeuse, au cœur d'un petit cercle de fourmis qui tournaient autour d'elle, lentement, en silence, depuis personne ne savait combien de temps. C'était elle, c'était sa femme. Akinosuke reposa la pierre, avec une douceur infinie, comme on repose un nouveau-né. Il resta longtemps à genoux. Ses amis ne dirent rien. Il y a des moments où les mots coûtent plus qu'ils ne valent. Le soir tomba. Les cigales se turent. Akinosuke se releva enfin, laissa la fourmilière intacte et rentra dans sa maison. On dit qu'il vécut encore longtemps, mais qu'il ne fut plus jamais le même homme. Il marchait plus lentement, il parlait moins, il regardait souvent les insectes avec une attention que personne ne comprenait. Et chaque été, par les après-midi chauds, il s'asseyait au pied du cèdre. Il fermait les yeux, mais il ne dormait plus jamais. Voilà le conte d'Akinosuke no Yume, le rêve d'Akinosuke, tel qu'il fut écrit il y a plus de 1000 ans, tel qu'il fut transmis de bouche à bouche, tel qu'il vous arrive ce soir. Si une vie entière peut tenir dans un rêve de quelques minutes, qu'est-ce que ça dit de la vie que vous vivez en ce moment? Est-elle aussi un rêve, aussi réel, aussi courte? Et y a-t-il, quelque part, sous les racines d'un arbre, plus grand que tous les arbres, un être endormi qui rêve votre existence le temps d'un après-midi? Ce conte ne répond pas. Les bons contes ne répondent jamais. Ils posent la question et vous laissent dedans, avec elle, pour toujours.